Eh bien, Prisca Thévenot, bienvenue et à nouveau bonne année. L'année politique va être chargée, elle démarre avec beaucoup de dossiers sociaux et notamment l'angoisse pour les boulangers par exemple. Ils vont pouvoir changer de fournisseur d'énergie, leur dit le gouvernement, mais quand on regarde les conditions, on a l'impression que c'est pas très clair, hein, ça va être au cas par cas un petit peu. Eh bien effectivement, merci de me donner cette opportunité de mettre un peu plus d'éclaircissement dans tous les aides, tous les dispositifs mis en place et rappelés hier par Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse dédiée. Effectivement, nous avons déjà la poursuite des boucliers tarifaires sur toute l'année 2023. La grande majorité des TPE françaises peuvent en bénéficier et en bénéficient déjà. Le sujet étant que certaines d'entre elles ne sont pas éligibles à ce bouclier tarifaire. Et donc là, pour celles-ci et aussi pour toutes les PME, il y a l'amortisseur électricité qui vient prendre en compte directement 20% de la facture d'électricité. Vous allez me dire, oui, mais là encore, ce n'est pas suffisant. Et vous avez raison. C'est pour ça qu'il y a la poursuite du guichet unique d'aide, qui est un guichet en ligne, virtuel, sur lequel toutes ces entreprises en difficulté peuvent aller pour venir cumuler ce guichet unique, un certain nombre d'aides personnalisées et ciblées, et ainsi faire face à cette augmentation des prix de l'électricité. C'est compliqué ce guichet unique, disent-elles. Parfois on passe des heures à remplir des dossiers puis on n'est pas éligible. Certains se plaignent de voir des petites sociétés se monter qui servent d'intermédiaires et qui prennent 30% des aides au passage. Vous êtes conscient de ces difficultés ? Bien sûr, on est tout à fait conscient de ces difficultés et c'est la raison pour laquelle dans tous les départements, chaque préfecture auront des services dédiés pour venir non seulement aider, répondre à ces artisans, à ces entreprises en difficulté, mais également aller directement les voir. Par ailleurs, demain ou aujourd'hui, c'était hier, Bruno Le Maire a annoncé effectivement qu'en plus de cela, des courriers ciblés allaient être envoyés pour pouvoir au mieux informer. Donc encore une fois, l'enjeu ici, c'est d'être en mesure d'expliquer concrètement, simplement, l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place et qu'elles aillent, ces aides, aider celles qui en ont le plus besoin de façon ciblée et bien évidemment venir empêcher celles qui viendraient en profiter, qui restent encore minimes. Est-ce qu'il faut dénoncer les fournisseurs d'énergie qui font des hausses brutales et scandaleuses ? C'est ce que met en menace le ministre de l'économie. Bien sûr, mais nous avons toujours été sur cette ligne depuis le début. Il ne doit pas y avoir de situation de rente dans la crise que nous vivons, la crise de l'inflation, la crise de l'énergie. Et pour cela, le gouvernement a toujours été à la tâche. Il ne s'agit pas simplement de montrer du doigt, mais de faire participer à l'effort de guerre que nous vivons. Pour exemple, on a beaucoup parlé effectivement des rentiers sur les carburants. Eh bien, il faut savoir aujourd'hui que grâce à des taxes qui sont mises en place et qui existent, on en parle très peu, mais qui existent, eh bien, ça permet de financer une partie du bouclier tarifaire sur l'année 2023. Si l'électricité est aussi chère, on le sait, c'est parce que son prix est calculé en fonction du prix du gaz. Ce mode de calcul européen, on n'arrive pas à le changer, ça fait des mois qu'on en parle. Ça fait des mois qu'on en parle, mais un des premiers à en avoir parlé, c'est Bruno Le Maire, et pas il y a quelques semaines, quelques mois, mais bien plus d'1 an. Il en parle effectivement, nous devons réformer le marché du prix de l'électricité en Europe. Attention par contre aux fausses fables. J'entends certaines personnalités politiques, publiques, nous dire qu'il s'agirait d'un simple claquement de doigts de sortir de ce marché. Attention aux effets pervers. Déjà, on ne fait pas ça comme ça, puisqu'il y a différents contrats qui sont menés, des contrats effectivement à terme, mais également des contrats qui sont menés depuis un certain nombre de temps. On ne peut pas sortir comme ça. Et puis, quelle jurisprudence cela créerait ? On sort aujourd'hui du marché unique de l'électricité, puis demain, ça sera quoi encore ? Et finalement, c'est l'Europe qui se détricote. Et finalement, exactement, on vient détricoter l'Europe. Rappelons que sur ces temps de crise, l'Europe nous a permis de sortir plus fort et de nous protéger au mieux. Donc oui, il faut réformer ce marché, mais attention à ne pas aller sur des solutions beaucoup trop simples qui, au final, seraient extrêmement préjudiciables. Alors, heureusement, l'hiver est doux, donc pour l'instant, on a moins d'angoisse sur la consommation d'électricité, mais ça vaut une polémique au président de la République. Qui aurait pu prédire le réchauffement climatique, a-t-il osé dire lors de ses vœux ? Des scientifiques disent, mais nous, on le prédit depuis des décennies et on n'est pas écouté. A-t-il fait une boulette ? J'entends tout à fait l'émoi que ça a pu créer parce qu'effectivement, ça peut être extrêmement mal interprété. Maintenant, je pense que l'enjeu aujourd'hui n'est pas de venir polémiquer sur l'interprétation et la surinterprétation d'une phrase. Moi, je veux simplement regarder les faits. Et les faits rappellent que depuis le début de sa présidence, donc depuis 2017, le président
ces différents gouvernements se sont attelés au sujet de l'écologie et de l'urgence climatique. Différentes mesures, différentes lois ont été mises en place. La loi climat et résilience, avec des mesures très concrètes. Par exemple, la fin des plastiques à usage unique. Ça commence là, c'est dans les fast-foods, c'est en cette rentrée. Ça a commencé pas que cette année. Il y a aussi eu des mesures. Avant, on avait la vente des couverts, bien sûr. Exactement. Mais aussi, je peux dire de façon très récente, nous avons voté avant la trêve de fin d'année la loi d'accélération des énergies renouvelables en France. Donc nous continuons, nous avançons. Donc oui, j'entends que cette phrase peut susciter beaucoup d'émoi. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler, c'est plutôt les faits. Avançons ensemble sur cet enjeu qui doit souffrir d'aucune querelle transpartisane. Autre enjeu devant vous, c'est la réforme des retraites. La Première ministre a été claire, 43 ans de cotisation, pas plus, 67 ans maximum pour avoir sa retraite à taux plein. Ça ne bougera pas. On a l'impression qu'elle a voulu désamorcer la colère qui montait. L'enjeu, c'est pas tant de la colère, je pense que c'est de l'angoisse. Parce que comme on vient de le rappeler depuis le début de notre échange, il y a différents sujets qui sont extrêmement angoissants en ce moment dans la vie des Français. Et donc, nous devons parler de la réforme des retraites sur l'ensemble des sujets de la réforme des retraites, pas simplement sur l'âge de départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que cette réforme va bien plus. Va bien au-delà de ça. Il s'agit de faire un rapport sur le système tel qu'il existe actuellement. Est-ce que le système tel qu'il existe actuellement est un système qui est merveilleux, parfait ? Je ne suis pas sûre que je trouve quelqu'un qui me dise oui. Déjà sur son mode de financement, c'est un mode de financement par répartition. Or nous savons qu'avec le vieillissement de la population, ce mode de financement se déséquilibre. Ensuite, nous avons aussi des dysfonctionnements que nous devons régler dans le fonctionnement même de ce système de retraite, pour les femmes, pour les carrières longues, mais également pour les pénibilités. Ça, nous devons y travailler de façon calme, apaisée, dans le cadre d'un débat serein. Néanmoins, dit Laurent Berger en sortant du bureau de la Première ministre hier, c'est la réforme la plus dure depuis des décennies qu'on veut nous imposer parce qu'on reporte l'âge. On était à 62, on va faire 64 ou 65. Et ce à quoi je lui réponds, est-ce que le système actuel n'est pas dur ? Est-ce que le système actuel qui propose des pensions minimales trop basses n'est pas dur ? Est-ce que le système actuel qui ne prend pas bien en compte les spécificités des carrières féminines notamment n'est pas dur ? Est-ce que le système actuel qui ne prend pas bien assez en compte les pénibilités n'est pas dur ? S'il me répond non, tout va bien, alors là je pense qu'effectivement nous avons un gros point de désaccord. Alors ce sera 65 ou 64 ans si l'équation financière passe à 64 ans. Vous comme député, quelle est votre préférence ? Vous préférez qu'on aille vers 64 ou vous pensez que 65 c'est un symbole qu'il ne faut pas lâcher? Moi, je ne suis pas sur des symboles, je suis sur la vie concrète des Français. Donc encore une fois, moi ce que je regarde, c'est comment allons-nous avancer sur les différents critères que je viens de vous citer. Les carrières féminines, la pénibilité, les pensions minimales qu'il faut... Et après, on travaille aussi longtemps qu'il le faut pour financer. Et ensuite, c'est pas aussi longtemps qu'il le faut. Bon, attention, tout le monde ne peut pas travailler aussi longtemps qu'il le faut. Une fois on s'est entendu sur comment améliorer ce système de retraite d'un point de vue social, puisqu'il s'agit bien d'un enjeu social, alors nous allons voir effectivement comment nous pouvons le financer pour que ce soit acceptable. Et tout ça fera l'objet d'un débat parlementaire. Et c'est pour ça que j'en appelle aujourd'hui à l'ensemble des députés, les 577, pour que ce débat puisse avoir lieu. Les Français en ont besoin, nous en avons besoin. Ne volons pas ce moment démocratique aux Français. Alors c'est bien d'avoir un débat, mais vous avez de toute façon le 49.3 qui est possible, puisque ce type de texte peut passer par un texte budgétaire de sécurité sociale. Je le redis encore une fois, je suis parlementaire et je ne veux pas qu'il y ait un 49.3. Je ne veux pas qu'il y ait un 49.3. Oui, il y en a eu sur des textes budgétaires en fin d'année. Pourquoi ? Mais ça, je pense qu'on le savait très peu, ou on en communiquait très peu dessus, parce que de manière logique, toutes les oppositions ne votent jamais les budgets. C'est un signe d'appartenance à la majorité. Mais oui, ça se passe dans les mairies, ça se passe dans les départements, ça se passe dans les régions, et donc ça se passe au niveau de la nation. La retraite, c'est pas la même chose. On peut trouver un accord. C'est pour ça que là, je dis, il ne s'agit pas simplement de trouver un accord entre politiques. Il s'agit d'avoir un débat citoyen autour de ça. Et nous, les élus de la nation qui représentons des citoyens, nous devons aussi participer à faire que ce débat puisse se passer sereinement. Vos collègues LR, vos collègues les Républicains, ils entendent cet appel-là, ou ils sont dans une logique d'opposition, ça vient du gouvernement, donc c'est non?
Attention, encore une fois, s'opposer, être dans une logique d'opposition ne fait pas l'ensemble d'une démarche politique. Il faut aussi pouvoir proposer. Et moi, ce que j'ai entendu beaucoup pendant la campagne des présidentielles de la part du camp des Républicains, c'est que peu ou prou, ils proposaient à peu près la même démarche sur la réforme des retraites. Donc oui, ils ont des exigences qu'il faudra entendre dans le débat parlementaire, et nous devons avancer collectivement sur cette démarche. Vous avez parlé de la retraite minimale, 1200 euros, ça a monté depuis quelques mois à cause de l'inflation. Dans la campagne présidentielle, le président promettait cela aussi pour les retraités qui sont déjà à la retraite, avec des retraites faibles. On a l'impression que cette promesse est en train de disparaître, que ça ne sera que pour les futurs retraités concernés par la réforme. Bien voilà un très beau sujet que nous pourrons aborder au sein de l'hémicycle, dans les commissions à l'Assemblée nationale. Ah bah vous êtes à la commission des affaires sociales, alors vous allez défendre quel point de vue, vous ? Moi, je suis plutôt sur la position du président de la République. Celle de la campagne, c'est-à-dire oui, les retraités en cours qui sont à 900, 1000 euros, faut les faire monter d'un cran. Tout à fait. Je pense vraiment qu'on doit rester sur cette démarche-là. Maintenant, c'est pour ça que je dis, voyons aussi ce que les oppositions sont prêtes à prendre en termes de mode de financement. Parce qu'encore une fois, c'est comme un foyer. Excusez-moi, mais on est sur un budget. Et donc, nous devons avoir les ambitions à la hauteur de notre budget. Si nous devons avoir des ambitions supérieures, alors il faut voir comment on fait grossir ce budget. Le système de retraite par répartition est un trésor que nous devons conserver, mais rappelons que son modèle doit reposer sur le principe que ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités. La pénibilité, il y avait un système très ingénieux pensé il y a plusieurs années, et puis ça n'a pas marché, c'était une usine à gaz. Quel est votre mode d'emploi ? Uniquement les postes dont on sait qu'ils sont physiquement pénibles, uniquement le verdict de la médecine du travail qui pourra dire « Ah, telle personne a été victime de pénibilité, donnez-lui sa retraite en avance ». Encore une fois, là, je pense qu'il faut laisser le débat se faire. Je ne dis pas que je suis experte sur tous les sujets de pénibilité. J'en connais un certain nombre. Maintenant, je pense que l'enjeu, c'est de pouvoir écouter. Il y a des auditions qui se font, il y a des débats qui vont se faire, vous le dites très justement, en commission avant l'arrivée du texte dans l'hémicycle. Voyons tout ça se mettre sur la table tranquillement, mais dans le cadre d'un débat démocratique. Pourquoi j'insiste sur ça ce matin ? Parce que on l'a oublié un peu, mais au début de chaque texte à l'Assemblée nationale, nous avons ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. C'est-à-dire qu'une partie de l'hémicycle, qui s'appelle la France Insoumise, s'amuse à ne pas vouloir le débat, à rejeter par défaut toute forme de débat qui arriverait dans l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut qu'on en finisse avec cela et qu'on puisse avoir ce débat sain et serein, parce que oui, il y a des enjeux importants pour les Français. Le débat parlementaire sera peut-être débordé par la rue. Les Gilets jaunes se mobilisent pour samedi déjà. Vous ne craignez pas une sorte de tsunami de colère dans la rue ? Encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas tant de colère, mais d'angoisse. Toutes les revendications, quand elles s'expriment, doivent pouvoir être entendues. Attention, pour être entendues et pour être audibles, elles doivent s'exprimer sans radicalité, sans violence. Donc l'enjeu que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de craindre, mais plutôt d'écouter, d'entendre et de mettre en place tous les moments où un dialogue peut se mettre en place. Nous sommes auprès de nos circonscriptions, nous écoutons, mais également auprès de nos élus. Nous pouvons avoir différents moments d'échange et d'écoute. Mettons en place encore plus fort en ce moment ces moments, parce qu'il ne s'agit pas tant de colère, mais j'insiste, c'est beaucoup d'angoisse sur le climat qui existe aujourd'hui. Il y avait donc l'angoisse, par exemple, pour les chômeurs, on leur disait, si le chômage tombe à 6%, eh bien, vous aurez 40% de durée d'indemnisation en moins. Cette partie du décret a été retirée par le pouvoir. C'est une bonne chose ? Tout à fait, ça montre aussi qu'on est capable d'entendre. Et ça nous a beaucoup été reproché pendant toute la première partie de la présidence à partir de 2017. Nous sommes capables de nous adapter. Encore une fois, cette mesure des 40% sur les indemnités chômage, elle avait été présentée. Peut-être qu'elle n'a pas été assez débattue. Il n'y a pas peut-être eu assez de concertation sur cette mesure précise. Alors oui, elle sera retirée et elle sera représentée pour les prochaines concertations. Voilà, tout simplement. Nous devons avancer ensemble en bonne intelligence. Nous sommes dans le même bateau. Donc, il n'y aurait pas celles et ceux qui décideraient tout seuls et les autres qui subiraient. Nous décidons ensemble au regard de la situation que nous vivons. En Israël, le ministre de la Sécurité, le nouveau ministre Ben Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, l'esplanade du Temple. Inutile provocation ou légitime affirmation ? Écoutez, moi je suis de façon très simple, je n'ai pas à venir commenter le déplacement d'un ministre étranger. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas eu de violence suite à ce déplacement, et ça on peut s'en réjouir. Maintenant, ce qui est important de rappeler de façon générale, c'est le statu quo que doivent garder ces lieux saints au sein de la ville. Un gouvernement Netanyahou très à droite, ça vous inquiète ? Il faut que la diplomatie française surveille ça ? Vous savez, encore une fois,
Israël et la France sont des pays alliés, amis depuis longtemps, ça ne va pas changer. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui et ce qui a fait presque 90% de notre échange, c'est que nous avons beaucoup de pain sur la planche en ce moment en France. Bien évidemment, nous sommes attentifs à ce qui se passe dans le reste du monde, mais déjà, attelons-nous à ce qui se passe en France. En un mot, Pantin est devenu Pantine dans votre ancien département. Gadget? Je trouve, alors pour le coup, hier, j'ai pu assister à la prise de parole du maire Kern. C'est pas tant un gadget, je trouve que ce n'est pas à propos, considérant le contexte que nous vivons en ce moment. Prisca Thévenot, merci, bonne journée.